Bonjour à toutes, bonjour à tous. On va attaquer ce webinaire. Merci de votre participation sur ce thème gel de printemps dans le vignoble, questions-réponses. Nous avons préparé ce webinaire avec Marie Refalo, donc directrice de l'ODG Touraine, Isabelle de Francourt, donc directrice de la FAV, Rémi Dubois, donc le spécialiste emploi main-d'œuvre de la FNSEA 41, mon collègue Christophe Geoffroy de la Chambre et moi-même, Michel Badier, Chambre d'agriculture. Nous allons essayer de tenir les horaires de 8h à 9h, de façon à libérer des 9h. Alors, notre souhait, notre objectif à travers ce webinaire est de tenter d'apporter des premiers éléments de réponse à vos interrogations et à vos questions, mais d'une façon très pragmatique. Donc, sur cet épisode de gel du 6 au 16 avril dernier. On va certainement avoir d'autres questions qui vont voir le jour prochainement, et nous referons peut-être le même format si cela s'avère nécessaire. Donc ce qu'on vous propose, c'est Thierry Michaud, donc président de DG Touraine, va nous faire une introduction donc avant de rentrer dans le vif du sujet questions-réponses. Thierry? Oui, bonjour à tous et à toutes. Vous me connaissez, vigneron à Noyer-sur-Cher. Alors, une commune rarement épargnée par le gel, et je faisais le point tout à l'heure avec Michel. Je suis installé depuis 1985, c'est le 12e gel que nous subissons sur cette commune. Et il y en a d'autres qui sont peut-être dans des situations encore plus compliquées. Ça veut dire une année sur 3. Voilà. Et je sais qu'il y a des zones où Cheverny en particulier, et d'autres, Orléans, qui sont dans des situations encore plus compliquées, où la fréquence est plus élevée. Malheureusement, ces phénomènes de gel sont récurrents. 2020 va être des années parmi les plus compliquées. J'ai quand même un peu d'espoir. On voit déjà des contre-bourgeons qui redémarrent. Les vignes n'étaient pas trop en avance. Je pense qu'il n'y aura pas l'intensité, la gravité du gel de 91. Du moins, je l'espère. Et je voudrais vous transmettre un message d'espoir. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de vignes dans lesquelles on pourra espérer quelques raisins. Ce n'est pas maintenant qu'on aura, mais il faut garder l'espoir. Et puis, je dirais qu'il faut toujours rebondir. De toute façon, les crises comme ça, on en a eu, on en aura d'autres. Simplement, ces phénomènes de gel, c'est vrai qu'ils sont récurrents. Et je crois que c'est à tous les vignerons d'anticiper, de prévoir. Malheureusement, il faut penser que ce soit au niveau de la taille, quand est-ce qu'on doit finir de tailler, que ce soit au niveau de ses plantations, où est-ce qu'on doit planter, comment on peut protéger une partie de son vignoble, et puis après, comment on doit gérer ses stocks. C'est un mix de tout ça qui fait qu'une exploitation peut tenir et qu'elle doit continuer d'avancer. Alors, moi, c'est un message d'espoir parce que voilà, on l'a vécu à Noyer et on est encore tous là, mais c'est vrai qu'on a travaillé dans ce sens-là, on s'est adapté au fur et à mesure. Pas toujours avec des réussites à 100%. On sait que cette année, les moyens de lutte anti-gel n'ont pas été aussi performants qu'on l'aurait souhaité sur certaines communes, hélas, mais c'est quand même un gel très particulier. Il faut penser que la plupart des gels, on n'a pas des températures comme ça à -5, quoi. On est plutôt sur des -2, -3. Alors voilà, j'espère que celui-ci, on l'oubliera, et puis s'il y en a d'autres plus tard, je ne les souhaite pas, mais s'il y en a d'autres qui seront moins sévères. En attendant, je remercie tous les services qui se mobilisent, donc la Chambre, les syndicats, la Fédération, j'espère que je n'oublie personne. Je les remercie, et puis je sais que là, ce webinaire, c'est un webinaire consacré à des questions techniques, puisque tout ce qui est, je dirais, politique, c'est les ODG, la Fédération qui gèrent ça, et sachez qu'on est tous mobilisés, qu'on a déjà fait beaucoup de réunions, qu'on en a encore à faire avec le préfet, avec les élus, c'est notre rôle. On sait que la vie de certaines entreprises dépend de tout ce qui va se mettre en place derrière. On en est très conscient. Et sachez qu'on fait le maximum, justement, pour qu'on puisse tous rester vignerons et repartir avec l'espoir de jours meilleurs, de belles récoltes. Voilà, c'est ce que j'espère pour tous. Eh bien, écoutez, voilà, bon webinaire à tous et n'hésitez pas à poser les questions que vous avez en tête maintenant. Voilà, merci. Merci Thierry. Marie, tu redonnes peut-être des consignes Oui, je crois que tout le monde a respecté les consignes. Donc, s'il vous plaît, pour le bon fonctionnement du webinaire, éteignez vos micros.
Vous pouvez vous poser vos questions par écrit sur le chat que vous trouverez normalement en bas de votre écran, dans l'espace discussion. Et puis, voilà, vous pouvez éteindre vos caméras, même si ce n'est pas très grave si vous voulez les allumer. Et puis, on va dérouler. Voilà. Il est 8h05, donc on va tâcher de tenir le timing jusqu'à 9h. Et on va tâcher de répondre à toutes les questions que vous posez aujourd'hui. Premier élément, donc simplement quelques petits rappels, mais ça va être très bref, simplement se remettre en condition, malheureusement. Voilà, donc on a vécu cet épisode de gel. Donc la France a été vraiment au cœur toute l'Europe a été au cœur de cette vague de froid pendant plusieurs jours. Et là, j'avais récupéré un thermomètre d'un viticulteur de Fresnes, là où vous voyez moins 7 degrés. Donc, on a quand même des températures excessivement basses. Comme le disait Thierry, d'habitude, on est sur des gelées blanches. Là, on est vraiment sur des gelées plus que noires. Donc, et là, on voit bien l'ampleur du gel. Donc, ce n'est pas l'objet de la réunion d'aujourd'hui. Après, simplement quelques petits rappels physiologiques de la vigne. Donc, on sait que lorsque la vigne est encore à peine débourrée ou qu'on est à l'éclatement des écailles, elle peut supporter des températures très basses. Hein, donc, et c'est pour ça que Thierry a donné quelques lueurs d'espoir sur des vignes qui étaient taillées tardivement ou pas du tout démarrées, notamment les Caux et quelques parcelles de Sauvignon, où là, il y a peut-être encore un peu d'espoir d'avoir un peu de récolte. Et c'est vrai que plus on avance par rapport au stade végétatif, ben, c'est sûr que la résistance de ces bourgeons qui sont éclatés aux premières feuilles étalées, donc elle est moins forte. Puis, on l'a vu, hein, avec l'humidité qu'on a eue dans la nuit du mardi au mercredi, ça a été fatal. Donc, quelques éléments physiologiques pour continuer. Donc, lorsque les bourgeons sont entièrement détruits, donc les bourgeons secondaires vont prendre la relève, donc ça pose aucun souci. Et c'est vrai que la contrepartie, c'est que ces bourgeons sont nettement moins fructifères que le bourgeon principal. Et on le sait, vous le savez mieux que nous, c'est-à-dire entre un gamay et un sauvignon, c'est sûr que si on a le même degré de gel, le retour production de raisin ne sera pas forcément le même. Et puis par contre, si les rameaux sont totalement gelés, c'est sûr que là, ça va être de la reprise sur du bourrillon. Donc, on est sur des zones, on est sur des rameaux qui sont fructifères, mais qui ne sont pas fertiles. Donc, ça, c'est des choses que vous connaissez, mais il faut se le rappeler de temps en temps. Là, simplement, je rappelle que, voilà, donc, sur l'organisation d'un bourgeon et tous les yeux axillaires qu'il peut y avoir, ça veut dire que dans quelques semaines, ben, je dirais, on ne s'apercevra plus forcément végétativement de l'impact gel. Les vignes ont totalement redémarré. La seule différence, c'est qu'il y aura peu ou pas de gras. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet par rapport à toutes les questions potentielles. Faut-il stimuler les vignes lors du redémarrage de la végétation? Si oui, avec quoi? Et ce qui nous a alerté par rapport à ces questions-là, c'est des messages qui ont pu être envoyés par certains distributeurs qui nous ont un petit peu agacés la semaine dernière, notamment un message là, que j'ai repris texto, hein, tel qu'il a été envoyé par SMS, donc suite à une période de gel, conseiller de détoxifier la vigne en relançant la circulation de la sève par la photosynthèse, rapport foliaire à 2 à 3 feuilles. Donc, les réponses, on les a, donc c'est évident. Mais justement, je ne voulais pas apporter nos propres réponses, donc je suis allé chercher des réponses via d'autres collègues dans d'autres régions, notamment nos collègues du SICAVAC. Hein, donc, leur message, il est clair. On n'a jamais observé de résultats significatifs sur des applications liées à des apports foliaires au stade de 3 feuilles. Donc, ce n'est pas ça qui va ramener des grappes. Il faut arrêter de rêver. Autre élément, donc, je suis allé aussi chercher nos collègues de la Chambre régionale d'agriculture de Bourgogne-Franche-Comté. Donc, leur message, il est relativement clair. Donc, il était urgent d'attendre donc, par rapport à ces éventuels apports foliaires.
Autre point, donc c'est une grande majorité, dans la grande majorité des cas, c'est totalement inutile. Et puis au contraire, ça peut être néfaste, provoquant des déséquilibres, des excès. Donc ça, c'est des choses qu'on sait, qu'on connaît, mais je n'ai pas voulu répondre par rapport à nos propres mots. Donc voilà, je suis allé chercher des réponses auprès des collègues dans d'autres régions qui vivent aussi ces épisodes potentiels. Deuxième point, c'est dois-je... Comment, Marie? Je voulais voir s'il y a quelques questions. J'en vois pas. Pardon, je te laisse. Donc, dois-je plier ou couper des baguettes non pliées? La réponse, elle est assez affirmative. Donc, ça sert à rien. Enfin, il ne faut surtout pas couper les baguettes non pliées. Alors, c'est sûr que ça peut être un gain de temps indéniable. Couper une baguette par rapport à plier, donc c'est quelques heures par rapport à 15 heures de pliage de baguette, donc c'est pas la même chose. Mais par contre, le risque, c'est qu'on ait si on faisait cet exercice-là, c'est qu'on ait un redémarrage important en tête de souche, avec un certain nombre de pampres, et que ça fasse ce qu'on appelle des têtes d'osier, comme vous avez sur la photo, et puis des rameaux à outrance. Donc, si on était dans cette configuration-là, c'est sûr que, je dirais, vous allez vous créer, vous avez gagné du temps peut-être au pliage, mais vous allez perdre du temps à l'ébourgeonnage, parce que là, il y a au moins 2 passages d'ébourgeonnage à faire, parce que ça, forcément, il y a énormément de bourgeons qui vont redémarrer sur la tête de souche. Et puis, c'est soit vous allez perdre du temps à l'ébourgeonnage ou du temps de taille l'hiver prochain. Donc, s'il y avait encore des baguettes qui n'étaient pas pliées, donc la consigne, c'est surtout pas les couper. Autre élément, sur la fertilisation, des questions qui nous ont été posées dernièrement, là, est-ce que je dois faire l'impasse de la fertilisation sur les vignes gelées? Alors, c'est une question un petit peu compliquée à répondre, donc j'ai essayé de la résumer par rapport à notre vécu, donc l'état de la vigueur de la vigne et le pourcentage de bourgeons gelés. Donc, sur des vignes fortes, si on a moins de 50% de bourgeons gelés, donc il faut impérativement maintenir la fertilisation parce que la vigne elle a des besoins. S'il y a plus de 50% de bourgeons gelés, pourquoi pas imaginer la possibilité de faire l'impasse. Sur des vignes faibles, donc là, c'est un petit peu plus radical. Donc, s'il y a moins de 50% de bourgeons gelés, donc là, c'est impératif de maintenir la fertilisation. Et pour faire l'impasse, il faut vraiment qu'il y ait des dégâts relativement importants parce qu'on est bien entendu sur des vignes faibles dans cette configuration-là. Donc, il faut forcément qu'on ait des pourcentages de bourgeons gelés qui soient beaucoup plus importants. Donc, le résumé, c'est on étudie ça au cas par cas, mais fertilisation, attention aux impasses, parce qu'il faut penser à l'an prochain. Autre question, c'est comment je dois gérer la protection sanitaire des vignes gelées? Et là, il faut qu'on se serve malheureusement de notre expérience de 91, où on avait réduit les cadences de traitement pratiquement sur toute la saison, notamment sur la fin de saison, comme il n'y avait pas de raisin. Et on a vu en milieu de saison et en fin de saison des symptômes importants de mildiou et surtout d'oïdium, donc qui était réapparu en 92. Et souvenez-vous, pour ceux qui ont vécu ça, on avait eu une apparition d'oïdium très important sur 92. Et pour épurer un milieu qui est contaminé par l'oïdium, il faut quand même plusieurs années après pour revenir à une situation relativement stable. Donc, la conclusion, c'est pas d'impasse. On peut éventuellement faire de l'optidose. Donc, là, ça serait la sagesse. Donc, liée à la pression parasitaire et de la campagne 2012, et surtout pas d'impasse. Donc là, je vous incite à aller sur le site de nos collègues de l'IFV, sur le site Épicure, qui vous permettra d'aller sur l'OAD Optidose. Autre élément, je vais passer la main à... Peut-être que vous avez des questions sur cette partie technique et de la vigne. Je ne vois pas de questions à l'écrit.
on va poursuivre. Donc, vous avez soulevé la question de, dans ce contexte de gel, comment je peux respecter les règles qui régissent les conditions de production d'une AOP, les règles inscrites dans le cahier des charges. Donc, il faut savoir que le code rural et le droit européen, en cas de catastrophe naturelle, autorisent les ODG à demander des modifications temporaires d'une condition de production d'un cahier des charges. Donc, par exemple, les règles d'assemblage. Donc, cette demande, elle est déposée auprès de l'INAO par l'ODG qui sollicite l'autorisation de suspendre ou modifier l'application d'une ou plusieurs dispositions du cahier des charges. Donc, il faut savoir que la modification d'une disposition du cahier des charges peut avoir des conséquences sur d'autres dispositions de ce même cahier des charges. Donc, il est important d'envisager toutes les conséquences de la modification sur l'ensemble du cahier des charges. Donc, il appartient à l'ODG de constituer le dossier, de faire la demande auprès de l'INAO, et cela dans le mois après le constat de l'aléa météorologique. Donc, c'est vraiment le moment pour se poser la question au niveau des ODG de s'engager dans cette démarche. Pour l'ODG Touraine, le bureau s'est réuni la semaine dernière et la question leur a été posée. Et après discussion, il s'avère qu'on ne souhaite pas pour la Touraine déposer de demande en ce sens. Mais voilà, peut-être que vous avez des avis différents. Et en tout cas, c'est maintenant qu'il faut faire la demande. Ça ne sera pas en septembre qu'on pourra décider qu'on ne peut plus respecter, par exemple, les règles d'assemblage. Il y a une question. Je reviens un peu en arrière au sujet des baguettes. Donc, juste, je termine sur ce sujet réglementaire. Pour vous dire que c'est le moment de se saisir de cette possibilité de modifier temporairement le cahier des charges pour les ODG. Et je repasse la parole à Michel pour répondre à la question de M. Jean-Pierre Moreau. Avez-vous observé des différences entre pliés et non pliés? Oui, donc là, c'est clair, on l'a bien vu cette année. Toutes les baguettes non pliées, les bourgeons du haut étaient gelés et les bourgeons du bas non gelés. Donc, mais les baguettes pliées, c'est vrai il y a plus de dégâts certainement sur les baguettes non pliées. Mais surtout, ce qui a été le plus déterminant cette année, ça a été l'époque de taille. Entre des vignes taillées au mois de cet hiver, janvier-février, elles ont plus été marquées par l'impact du gel que les vignes taillées sur le mois de mars, ou même des vignes sur lesquelles il y a eu un repassage pour ôter tous les entrecœurs et autres au mois de mars. Là, c'est indéniable. Mais la question, c'est comment je suis capable de gérer la taille sur uniquement le mois de mars, c'est pas possible. Donc, hormis le fait de non curer les baguettes. Donc, voilà. Ça, c'est un point important. Pour revenir sur la question de Marie sur les règles d'assemblage, pour Cheverny, donc la demande va être faite pour avoir l'autorisation par rapport aux assemblages. Qui devrait faire une demande dans le sens d'une modification temporaire des règles d'assemblage de millésime? Est-ce que ça c'est Isabelle, est-ce que c'est la question de l'assemblage 85-15? Oui, c'est ça. Je pense que c'est ça. Donc ça, cette règle, c'est une règle européenne, communautaire. Donc, je sais que ça a été soulevé par Isabelle Dofrocourt, peut-être que tu peux confirmer, ça a été soulevé par les FAV pour modifier cette règle et passer à 70-30. Tout à fait. Actuellement, c'est 85-15. On peut prendre 85% d'un 2020 avec 15% d'un 2019. Ça reste du 2020 sur l'étiquette. On a eu des demandes de passer à 70-30. Mais il s'avère que ce n'est pas si simple, ce n'est pas une règle nationale. C'est ce que disait Marie, c'est une règle qui dépend de l'OCM. Donc il faut un consensus un peu fort entre les pays producteurs, sachant qu'en face, il y a des pays non producteurs aussi qui décident pour que ça passe. Et je ne sais pas à quel stade ça en est aujourd'hui. Sachez qu'il y avait eu une demande de ce type-là les années précédentes pour une appellation qui avait souffert en Côte-de-Provence qui souhaitait le 70-30 et ça n'avait pas été accepté. Mais il n'y avait pas un consensus européen. Si là, on est plusieurs pays à le demander, peut-être que ça passera.
Voilà, mais pour l'instant, il n'y a rien de fait et ça reste 85-15 quoi qu'il arrive. Merci Isabelle. Donc on va poursuivre, sauf si vous avez des questions. On les voit au fur et à mesure, n'hésitez pas à les poser. Donc là. Alors, donc, une question. Donc, je pense que Rémi Dubois de la FNSEA est avec nous. Rémi, si tu peux rebrancher Bonjour. ton micro. Donc, la question qu'on a posée à Rémi, donc notre spécialiste sur ces questions-là, donc les vignes sont gelées, donc elles sont en état de blocage aujourd'hui. La végétation va reprendre pas avant plusieurs semaines, donc c'est vrai qu'il n'y a plus forcément beaucoup d'activités pour mes salariés aujourd'hui. Est-ce que j'ai le droit de leur imposer des congés payés et sont-ils éligibles au chômage partiel? Donc, Rémi, si tu veux bien répondre aux deux questions. Oui, bonjour à tous. Donc, pour faire rapidement, hein, alors les congés payés, c'est clair, c'est impossible. Hein, l'employeur ne peut pas imposer des périodes de congés payés à ses salariés, en aucun cas. Je vais juste me permettre de vous rappeler la règle, c'est que la période de congé va bien du 1er juin au 31 mai. Donc, potentiellement, on arrive en phase de solde des congés. Pardon, des congés compris sont des congés perdus par le salarié. Donc, il peut quand même être utile de rappeler la règle à vos salariés de façon à leur expliquer qu'ils ont peut-être intérêt quand même à solder aujourd'hui. Mais en aucun cas, vous ne pouvez leur imposer. La pose de congé est à la diligence des salariés. Voilà, donc sur ce sujet-là, il n'y a pas beaucoup d'options possibles. En matière d'activité partielle, oui, vous pouvez, sans aucun souci dans le contexte actuel, faire une demande d'activité partielle auprès de la directe. Hein, alors, c'est des demandes individuelles, entreprise par entreprise, où où vous expliquez que du fait du gel, il y a une réduction d'activité, donc il peut y avoir une demande d'activité partielle. Il n'y a pas de délai, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que le gel a eu lieu il y a maintenant une dizaine de jours que vous devez la faire maintenant. Hein. C'est pas vous pouvez la faire quand vous voulez. Ah ouais. Mais si j'avais. Non, mais. Alors, pardon, si les gens peuvent couper leur micro, parce que j'ai l'impression qu'on parle à trois, c'est assez désagréable. Pardon. Voilà. Voilà, donc il est tout à fait possible de déposer ce dossier. Les directs sont évidemment, pour la plupart, disposés à vous accompagner sur ces sujets-là. Et vous pouvez bien sûr, pour monter un tel dossier, vous tourner vers vos conseils juridiques, hein, quels qu'ils soient, en fonction de vos habitudes de travail. Ils seront tous, évidemment, à la FNSEA, nous les premiers, dans le 41, mais très certainement aussi tous vos centres de gestion pourront vous aider à monter un tel dossier. Je me permets juste de vous rappeler pour vos salariés, attention, ce n'est pas le contexte Covid. Hein, vous avez beaucoup entendu parler d'une prise en charge quasiment totale, puisqu'on parlait de 83 ou 84% du revenu brut en période de Covid, pour raison de Covid. Ça veut dire que là, si vous faites une demande d'activité partielle, bien expliquer à vos collaborateurs et salariés qu'il pourrait y avoir sur la partie indemnisée une petite perte de revenus. Ce ne sera pas du tout dans le même contexte, donc il n'y aura pas de majoration des indemnités. Voilà pour les deux questions. Évidemment, si vous avez quelques interrogations. Profitez-en que Rémi soit avec nous, qu'on ait un spécialiste en la matière, donc que ce soit sur les congés payés ou sur la deuxième question sur le chômage partiel. Donc, profitez de l'expertise de Rémi. Voilà. On pourra y revenir si vous pensez à des questions. Oui, s'il y a des questions, je reste jusqu'au bout. Juste une information, on sait que l'OCAPIAT, donc anciennement FAFCEA, est en train de réfléchir pour mettre en place un programme d'accompagnement spécifique sur la formation, de façon là aussi à permettre potentiellement
d'occuper vos salariés et de profiter un petit peu du potentiel temps disponible pour faire de la formation. Ils sont en train de monter et de voir ce qu'ils peuvent monter. Donc, c'est sûrement des programmes qu'on aura courant du mois de mai, mais il y aura peut-être aussi la solution de la formation pour passer ce cap-là, comme ça s'était fait il y a déjà les années précédentes. Merci Rémi pour ces réponses. Et on y reviendra peut-être tout à l'heure s'il y a d'autres questions autour de la main-d'œuvre. Donc, une question qui avait été évoquée, donc là, c'est Christophe qui nous a préparé Christophe Geoffroy qui nous a préparé la réponse. Dois-je prochainement faire l'inventaire de mes stocks, voir comment honorer mes marchés 2022 avec l'intégration de la récolte 2021 et par couleur? Donc, Christophe nous a fait une réponse très rapide, mais c'est une question sur laquelle on reviendra lors d'un prochain webinaire dans peut-être une quinzaine de jours. La réponse de Christophe, c'est forcément connaître ses volumes en stock sur les anciens millésimes, donc 2020, 2019, 2018 à aujourd'hui. Estimer dans les prochains jours ou les prochaines semaines la future récolte en fonction des pertes potentielles. Reprendre son potentiel de commercialisation à 18 mois, donc aujourd'hui jusqu'à au moins la prochaine récolte, c'est-à-dire jusqu'au moins au mois de décembre 2022. Pour évaluer soit mes marchés à privilégier, donc parce que là, c'est sûr qu'il y aura peut-être des choix à faire, donc, et ce n'est pas forcément des choix très simples. Et puis, des actions qui sont en train de se mettre en place par rapport à des éventuels achats de raisins s'il y en a disponibles, et ou des mous et ou des vins. Mais c'est une question qui est assez complexe, qui est à prendre au cas par cas. Et là, je pense qu'on y reviendra dans une quinzaine de jours pour redétailler cet aspect-là. Autre élément donc, lié à l'économie, donc dois-je anticiper contact avec mon banquier afin de me garantir la ressource en trésorerie pour passer le cap 2022? Donc, la réponse de Christophe, elle était relativement claire. Donc, il est évident que réaliser un budget de trésorerie, c'est essentiel aujourd'hui à faire. Donc, et puis, il faut forcément le faire sur au moins 18 mois, voire 24 mois. Donc, c'est-à-dire le faire au moins jusqu'au mois de décembre 2022, parce que c'est vrai que ça peut être compliqué dans pas mal de situations, de façon à prendre des contacts avec son banquier par rapport à ça. Donc, et puis là, allez vers votre comptable ou votre conseiller d'entreprise pour faire cet exercice-là de façon à anticiper un peu les événements et pas subir. Et puis, plusieurs personnes, donc Christophe et autres, nous ont attiré sur un point de vigilance. Lorsque vous rencontrerez vos banquiers par rapport à ces notions de besoin de trésorerie, attention aux demandes de garantie et surtout ne pas d'engagement de biens personnels. Donc, je ne suis pas un expert en la matière. Donc, voilà, c'était un point de vigilance sur lequel Christophe voulait attirer notre attention. Donc, revenez vers vos comptables et vos conseillers d'entreprise de façon à ne pas faire n'importe quoi, mais voilà, être extrêmement vigilant par rapport aux garanties qu'on pourrait vous demander par rapport à ça. Une question qui a été évoquée, donc on va laisser Isabelle y répondre. Donc, est-ce que créer un statut de négociant, c'est possible quand on est exploitant viticole? Isabelle, si tu veux reprendre la main. Oui, tout à fait. Ces questions, on les a déjà eues, les événements précédents, et elles reviennent là maintenant. Effectivement, on peut se créer un statut de négociant quand on est exploitant. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui ont ce statut d'exploitant, soit uniquement pour vendre les vins de leur exploitation, soit pour acheter à l'extérieur et compléter la gamme. Donc oui, c'est possible. Il faut prendre contact. En fait, là, on n'est pas c'est pas la chambre d'agriculture puisqu'on est lié à un commerce. Donc c'est la chambre du commerce et de l'industrie qui gère ces questions et qui peuvent mettre en relation les personnes qui souhaitent créer ce statut avec l'ensemble des organisations qu'il faudra contacter dans un second temps, puisque vous dépendrez de l'URSSAF et puis de la MSA et tout et tout.
Donc, c'est le CFE, le Centre de formalité des entreprises de la Chambre de commerce et d'industrie. Alors, pour notre département, c'est Blois, et puis pour les autres départements, eh bien, c'est le siège qui compte. Les douanes pourront vous donner les éléments du statut de négociant, parce qu'il y a plusieurs statuts. C'est soit vous faites que du commerce, soit vous êtes vinificateur, soit vous êtes éleveur, ce qui n'est pas la même chose, puisque quand vous êtes vinificateur, il y a d'autres documents à remplir, comme le SV12, etc., etc. Et donc, il faut fournir un certain nombre de pièces, mais comme quand vous avez créé votre statut d'exploitant, finalement, il y a une liste de pièces à fournir pour pouvoir constituer le dossier et obtenir un numéro de négociant, comme vous avez un numéro d'exploitant auprès des douanes. Par contre, bien entendu, il y a une contrainte qui n'est pas négligeable, c'est que vous avez la nécessité de gérer une double comptabilité matière avec les doubles déclarations, puisque ça ne se substitue pas. La société d'exploitation doit faire ses documents, DRM, déclaration de récolte, stock, etc. Et c'est la même chose pour le statut de négociant. Avec en plus des dates qui ne sont pas toujours les mêmes, puisque le SV12 se fait plus tard que la déclaration de récolte. Enfin, voilà, des dates à ne pas oublier. Mais tout ça, c'est possible. Quelques contraintes administratives, mais c'est possible, bien sûr. La deuxième question, je crois que j'avais une autre à la suite. Je ne vois pas la seconde. Voilà. Pardon. Alors, la deuxième question, c'était est-il possible d'avoir des autorisations pour acheter des raisins et des mous ou des vins? Isabelle? Oui, ça, c'est les achats entre exploitants à la suite d'un aléa climatique. Effectivement, c'est possible, c'est toléré. On a un décret qui nous le permet. Il existait déjà avant, mais il a été révisé en 2017 et il a permis notamment de bien décrire la façon dont ça se met en place. Il faut au préalable, en fait, et on va le faire, puisqu'on rencontre le préfet le 7 mai, la Fédération Viticole avec la Chambre rencontre le préfet le 7 mai, et on va demander en fait au préfet à ce moment-là de rédiger, de sortir un arrêté préfectoral qui donne la liste des communes gelées. Donc ça sera là cette année, on va pas tergiverser, hein, malheureusement, ce sera toutes les communes viticoles du département. Et j'encourage les départements voisins du 45 et du 36, hein, pour qui on est aussi, avec qui on est en relation, de faire la même chose. Salut. S'ils ont la nécessité de le faire. Donc demander que le préfet sorte un arrêté préfectoral qui permet ensuite de déclencher l'achat de vendanges entre exploitants. C'est moins facile qu'un statut de négociant, dans le sens où il y a une limite d'achat. Et ça, c'est important à savoir. C'est autant quand vous avez un statut de négociant, vous pouvez acheter autant que vous voulez. Mais là, on est limité à 80%. L'achat plus la récolte, au niveau de la déclaration de récolte, ça doit représenter un maximum de 80% de la moyenne des 5 dernières récoltes chiffrées, déclaration de récolte. Ce qui limite forcément la possibilité d'achat, c'est contraint aux colonnes que vous aviez déjà dans votre déclaration de récolte. On ne peut pas se dire cette année je vais faire que du vin de France, ou créer une catégorie vin de France en achetant des raisins entre exploitants si vous n'en aviez pas fait précédemment. C'est vraiment dans la continuité de ce que vous avez déjà produit, avec la limite qu'on connaît, c'est que quand une zone a gelé fortement, il est bien entendu difficile d'acheter du raisin en AOC, notamment par rapport à la zone géographique. C'est plus facile en IGP et en vin de France, puisque les zones géographiques sont bien plus grandes. Vin de France, vous pourriez aller acheter du raisin dans le sud de la France, par exemple, ça ne poserait pas de problème. Attention, un point vraiment important de vigilance, c'est la restriction de l'étiquetage. À partir du moment où vous achetez des raisins en tant qu'exploitant, dans le cadre de cette réforme, de cet arrêté, vous ne pouvez pas mettre domaine sur votre étiquette si vous assemblez avec des raisins de votre exploitation. Ça, c'est formellement interdit, puisque la notion de domaine est réservée à la récolte des raisins des parcelles qui rentrent dans votre domaine, c'est-à-dire les parcelles qui sont sur votre CDI en clair.
Voilà, donc ça, c'est vraiment la restriction et c'est ce qui fait que ça bloque un peu parfois les vignerons. Quand ils ont un nom de domaine, l'intérêt, c'est de pouvoir prolonger la commercialisation de ces vins et là, c'est un peu bloquant. Alors, certains imaginent des noms de cuvée, ça, c'est tout à fait possible. Ou si vous avez un nom commercial tout simplement sans la notion de domaine ou de clos, par exemple, ça ne pose pas de problème. Vous pouvez continuer à assembler et à vendre sous ce nom commercial. Voilà. Merci Isabelle. On aura peut-être des questions tout à l'heure liées à ça, on y reviendra. Question suivante, c'est encore Isabelle. Donc, plan de relance agriculture, peut-il accompagner l'investissement en matériel de lutte antigel et quels autres dispositifs d'aide sont disponibles? Isabelle? Oui. Le plan de relance, vous avez entendu parler de ce plan de relance national assez large et en agriculture et en viticulture plus particulièrement. Il y a deux, dont un dispositif qui a fermé et la notion plan de relance pour les aléas climatiques est encore ouvert et peu consommé, on nous a dit. Donc, dans le cadre de ce plan de relance, vous pouvez bénéficier de 30% d'aide plus 10% pour les nouveaux installés, ce qui fait 40 ou plus 10 pour les CUMA. Le montant minimal, c'est 2 000 €. Le montant maximal par dossier, c'est 40 000 €. Donc, c'est maximal subventionnable. Et c'est là où on voit que c'est limitant, puisque 40 000 €, pour ceux qui connaissent un peu, notamment le montant des tours antigel, c'est le montant d'une tour pour un dossier individuel. Et vous êtes à 300 000 pour un dossier en CUMA. Mais même en CUMA, 300 000, ça ne fait pas énorme quand vous voulez investir assez largement dans des dispositifs de protection. Dedans, on y retrouve tous les éléments aléas climatiques. Il n'y a pas que le gel, il y a aussi la notion de sécheresse. Et dans le gel, il y a tous les dispositifs qu'on connaît, notamment l'aspersion, les fils chauffants. Non, peut-être pas l'aspersion. C'est l'irrigation qui est pour la partie sécheresse, mais je ne crois pas avoir vu l'aspersion. Il faudrait creuser. On a eu une annonce récente là, du président du conseil régional lors de ses différentes visites. Il est venu très très vite dans le vignoble du Loir-et-Cher le samedi qui a suivi les tout premiers gels. Et il a annoncé effectivement la réouverture du dispositif d'aide régionale que certains connaissent bien puisqu'ils en ont bénéficié sur l'achat de tours antigel. C'est la mesure 511 du plan de développement rural. Ce dispositif va rouvrir. Il a annoncé une enveloppe de 4 millions d'euros. Et le conseil départemental a annoncé récemment qu'il abonderait à hauteur de 1 million d'euros pour le département du Loir-et-Cher. Ce qui veut dire que globalement, là, les conditions sont plus larges puisque les plafonds sont beaucoup plus hauts dans ce dispositif. Et il a laissé sous-entendre le président du conseil régional qu'il ouvrirait à l'aspersion. Il y a eu de fortes demandes sur différents secteurs puisque l'aspersion a relativement bien fonctionné. Donc, le président était sensible. Après, ça ne résout pas la problématique de l'accès à l'eau et des difficultés de pouvoir obtenir des autorisations de forage ou de pompage. Mais en tout cas, on a obtenu une avancée puisque ce n'était pas le cas sur la mesure précédente. Voilà ce que je pouvais vous dire. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Il y a déjà des vignerons effectivement qui me contactent sur ces éléments-là et je reste disponible. Vous savez où me joindre. Je crois qu'il y a une question. Michel, que penser du redémarrage de la... Alors, on revient sur une question technique. Que penser du redémarrage de la vigne avec la sécheresse présente? Va-t-elle bien le supporter? Alors, c'est sûr que je ne suis pas médium, hein, donc on arrête 30 mm de pluie dans les jours qui viennent par rapport aux températures qu'on a comme avant-hier, hier et aujourd'hui et toute la fin de la semaine. Ça favoriserait forcément un redémarrage plus rapide, mais quand on reprend les prévisions à 10 jours, il n'y a pratiquement pas d'eau qu'annoncée. C'est sûr que ça peut pénaliser fortement le redémarrage. Et puis, on a quand même des sols qui sont complètement compactés aujourd'hui. Donc, c'est sûr que ce n'est pas forcément favorable à l'heure actuelle. Mais malheureusement, on regarde les prévisions à 10 jours, c'est pas dire inquiétant, mais voilà, c'est un peu préoccupant. Est-ce qu'il y a des questions pour Isabelle par rapport à ces deux questions, achat de raisin et puis aide aux investissements? Excusez-moi encore Isabelle, ce que je voulais vous dire, c'est que pour l'achat de raisin, dès qu'on a les éléments, notamment l'arrêté, je pense qu'il ne va pas sortir avant
mai, juin. Enfin, de toute façon, il faut qu'on l'ait pour les vendanges. Mais dès qu'on a les éléments, je vous ferai une note explicite sur les modalités de l'achat de vendanges pour que vous puissiez commencer à regarder ce qu'il en est. Et les calculs que vous pourrez faire. Alors, ceux qui n'ont pas les 5 dernières déclarations de récolte qui sont nouvellement installées, en fait, c'est la moyenne de l'AOC qui compte. Voilà. Okay. Une autre question qui arrive. Quelle application des annonces gouvernementales d'aide aux viticulteurs? Calamité agricole. Voilà. Ouais, je me permets de prendre la parole là-dessus parce j'ai beaucoup de questions depuis 2 jours là, sur ces annonces. Pour l'instant, on n'a pas les éléments techniques d'application de toutes ces annonces. Il y a des annonces qui ont été faites, des enveloppes, des pistes d'aide possibles. Nous n'avons aucun retour des éléments techniques. On s'interroge beaucoup sur notamment l'abondement des indemnités, l'ouverture aux calamités agricoles. Vous savez que la viticulture n'est pas éligible en temps normal puisque c'est un risque assurable et on nous annonce que là, ça serait possible de rentrer dans le fonds de calamités agricoles. Donc, sous quelles conditions? Tout ça sont des éléments dont on n'a pas la réponse aujourd'hui. Dès qu'on en sait plus, bien entendu, on vous enverra encore une fois toutes les précisions. Pour la viticulture, il faut s'attendre à ce que tout ça s'applique plutôt fin d'année 2022, puisque c'est à ce moment-là qu'on aura vraiment la conséquence du gel sur la filière. Ne soyez pas étonnés de voir des choses qui arrivent plus vite dans les filières comme l'arboriculture ou les grandes cultures qui, eux, sont plutôt à des instants T et pas sur des notions de récolte et de stock comme nous on peut avoir. C'est pour ça que voilà, on communiquera de toute façon dès qu'on aura les choses. Mais les critères d'attribution, bien entendu, seront déterminants et ça, on en est tout à fait conscient. On fait remonter les éléments au niveau national. On a nos syndicats qui vont aller négocier tout ça. On espère bien que ça sera le plus juste possible et le plus attractif possible pour nos exploitations et pas du saupoudrage comme on a pu connaître sur certains aléas. Ok. Merci Isabelle. Une question pour plus tard. Dans mon souvenir de 2017, et comme l'a dit Michel tout à l'heure, les baguettes qui avaient redémarré suite au gel cassaient comme du verre et cela posait problème pour les bourgeonnages et pour l'accolage. Y aura-t-il une solution pour diminuer cette fragilité? Oui, c'est évident, surtout avec des périodes de sécheresse comme on a à l'heure actuelle. Puis les baguettes à l'heure actuelle, ça ne va pas forcément être simple, parce que c'est tellement sec que, je ne sais pas qui pose la question, mais c'est Florence, ouais. Ça doit casser comme du verre, hein, exactement. Mais voilà, comme je disais tout à l'heure, malheureusement, on n'a pas de pluie et ça doit être hyper compliqué à faire à l'heure actuelle. Je partage ton analyse, Florence. On termine sur les 2 dernières questions. Hop. Diversification, donc c'est des questions un peu plus larges qui se relèvent de l'aspect stratégie des entreprises. C'est pour lancer le débat et je n'ai pas la prétention d'avoir des réponses très, très tranchées. Il y avait une question donc, sur la diversification, une bonne stratégie. En effet, dans un contexte où les entreprises sont dépendantes de phénomènes physiques comme cet aléa climatique de gel, c'est une question légitime pour tout chef d'entreprise de se demander s'il n'est pas intéressant de se diversifier. Donc, qu'est-ce que la diversification? Ça consiste à développer de nouvelles activités en lançant un nouveau produit pour accéder à une nouvelle clientèle. Donc, en viticulture, on pense souvent à l'œnotourisme, mais je mets un peu de côté l'œnotourisme, qui n'est pas vraiment de la diversification à proprement parler. En revanche, on peut parler de diversification, par exemple, quand des viticulteurs, et on a plusieurs exemples en ce sens, se lancent dans un projet de sortie de la monoculture vigne pour aller vers de la polyculture, comme des vignerons donc, qui se lancent dans du maraîchage. Pourquoi pas, pourquoi pas. En théorie, les stratégies de diversification sont des stratégies de croissance, en fait, destinées donc à améliorer la rentabilité de l'entreprise
En diversifiant ces activités, on espère donc réaliser des économies, ce qu'on appelle des économies de champ. Et ça a plusieurs conséquences. C'est créer de la synergie entre les activités et diversifier, diluer les risques. C'est-à-dire qu'on espère compenser les difficultés conjoncturelles sur une activité par la prospérité sur une autre activité. Donc, en termes de performance globale, on pourrait se dire qu'il est intéressant d'avoir plusieurs produits ou activités. Donc ça, c'est la théorie et le message qu'on veut vous faire passer, c'est prudence. Car en fait, on s'aperçoit que les exemples de vignerons qui se lancent dans d'autres activités, particulièrement en ce moment, c'est que généralement, ils avaient l'idée au moment de s'installer et c'est l'actualité en fait qui leur donne l'impulsion pour passer à l'action. Donc, pourquoi pas se diversifier, mais prudence, car s'engager dans une stratégie de diversification en période de crise, ça peut entraîner d'autres crises, puisque ça modifie profondément l'organisation de l'entreprise et on augmente les risques. Les risques que l'activité ne trouve pas son marché, qu'elle ne soit pas rentable, risques de difficulté à trouver des salariés compétents pour développer cette activité et des risques liés au financement de cette nouvelle activité. Donc, OK pour se lancer dans la diversification si le bilan est sain et si tous les risques ont été anticipés, mais il faut vraiment un diagnostic lucide sur la santé financière de l'entreprise. Et se diversifier, c'est vraiment un changement important. Il faut veiller à ne pas faire ce changement trop tôt ou trop tard. Et on peut se demander si la stratégie pragmatique est pertinente et certainement la plus efficace dans l'immédiat relèverait plutôt de la stratégie d'adaptation, d'anticipation, d'atténuation, qui consisterait en une mixité, Thierry l'a dit dans son introduction, une mixité, une combinaison de leviers, un faisceau d'outils. Donc l'adaptation, ça serait intégrer le risque gel et les pertes liées au gel dans son modèle d'affaires, dans son modèle économique. Quand vous prenez le référentiel économique du vigneron, ce qui ressort, c'est qu'à minima, tous les 10 ans, on perd l'équivalent d'une récolte. Donc, intégrer cela dans son modèle d'affaires, donc intégrer cet aléa en dégradant ses recettes prévisionnelles, ça peut être la première étape. Intégrer ce risque, c'est aussi prendre en compte le coût de la lutte antigel dans son coût de production. Donc, je reprends le référentiel économique qui donne des indicateurs de coûts liés à l'amortissement et aux charges de fonctionnement des bougies, des tours à vent. Aujourd'hui, on a ces informations, on est capable on les a modélisées, on est capable de les rentrer dans vos modèles d'affaires. Intégrer le risque, c'est aussi assurer l'approvisionnement de ces marchés en constituant un stock suffisant et de qualité constante. Donc, ça signifie être aussi en mesure de produire un vin qui se garde et investir dans des capacités de stockage adéquates, capacités de stockage dans de bonnes conditions. Donc ça, c'est toutes les strates. Et puis, on va rajouter aussi la strate utilisation des outils VCI et réserve, ou réserve, les outils qui sont mis en place au niveau collectif, j'en reparlerai. Donc voilà, c'est ce faisceau, cette mixité d'outils, plus investir donc, dans des dispositifs de protection du vignoble en profitant des aides qui vous ont été détaillées et souscrire à des systèmes d'assurance récolte en mesurant bien sûr les bénéfices co-avantages. Et je ne rentrerai pas dans ce débat parce qu'il y a des propositions en cours qui sont faites pour rendre plus efficace le système assurantiel. Mais voilà, ça fait partie des dispositifs du soutien à la filière. Voilà ce que je voulais vous dire sur la diversification. Peut-être que vous avez d'autres avis, mais pourquoi pas se diversifier, mais prudence et la stratégie pertinente. Donc, c'est cette mixité de solutions avec l'intégration du risque, le stockage, le dispositif de protection, l'assurance et l'utilisation à bon escient des VCI et des réserves. Simplement un commentaire par rapport à ce que tu disais, Marie. C'est vrai que dans la dernière version du référentiel, on intègre une perte de récolte tous les 10 ans, mais la question, c'est est-ce suffisant? Donc, quand on reprend un historique sur 10 ans, là, sur les 10 dernières années, on est peut-être plus près de récoltes qu'une récolte tous les 10 ans. Donc, c'est vrai que ça pose question quand même. Ça pose question. Jean-Christophe Mandard qui nous dit aussi prévoir de l'épargne de précaution. Ouais.
c'est de la provision au risque finalement, en effet. Et donc, je vous ai parlé de VCI et de réserve. Un mot, même si c'est bien connu des opérateurs de l'AOC Touraine, le système de volume complémentaire individuel, puisque ça fait plusieurs années, 3 ans que c'est mis en place. Et pour le coup, c'est une véritable assurance récolte, le VCI, puisque ça ouvre le droit à produire au-delà du rendement annuel, donc dans la limite du rendement butoir, et ça vous autorise à mettre de côté des volumes en prévision d'une année de récolte déficitaire comme celle-ci. Je ne vais pas rentrer dans le détail du VCI, mais 2 mots sur le VCI quand même. C'est l'ODG qui demande à l'INAO de pouvoir bénéficier de cet outil VCI, et une fois activé, c'est chaque opérateur qui décide ou non d'y recourir. Donc c'est un vrai pilotage individuel de ces stocks. Je crois qu'il y a une question qui est arrivée, je vais la prendre en cours de route. OK, VCI sur tous les cépages. C'est une remarque, en fait, le VCI, c'est autorisé pour le Touraine blanc. Peut-être qu'en effet, il serait pertinent de s'interroger sur, pourquoi pas le VCI sur les autres couleurs. Et en parallèle du VCI, il y a des outils interprofessionnels, réserve, GPS. GPS, ça veut dire gestion prévisionnelle des sorties. Ce sont aussi des outils de pilotage des stocks. Donc, mais à la différence du VCI, donc à la différence du VCI qui est laissé au libre choix de l'opérateur, ce sont des outils qui sont mis en place sur une AOC et qui sont obligatoires, imposés aux opérateurs. Ça a été le cas de la réserve cette année pour la récolte 2020 sur le Touraine blanc, où on a mis en place une réserve interprofessionnelle en plus du VCI. Donc, on avait un rendement annuel à 60, 10 hectos de réserve plus 10 hectos de VCI. Donc, l'opérateur avait en 2020 la possibilité de produire jusqu'à 70 hectos, dont 50 commercialisables tout de suite, 10 hectos en réserve et 10 hectos de VCI. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la réserve? Donc, la réserve ou la GPS, ça consiste à bloquer un volume de vin, c'est-à-dire à le rendre non commercialisable, jusqu'à une date de libération à définir collégialement au niveau de l'interprofession. Et il y a une grande liberté pour construire ces systèmes de réserve interprofessionnelle et GPS, puisque le volume constituable est vraiment à définir par l'ODG. Ça peut être un volume fixe pour chaque opérateur, un pourcentage du volume revendiqué par un opérateur, tout volume au-delà d'un certain nombre d'hectolitres par hectare, et c'est ce dernier choix qui a été fait pour la réserve en Touraine, sur le Touraine blanc. Il y a 2 limites juridiques à ces systèmes, c'est qu'on ne doit pas bloquer un pourcentage excessif de récolte. Ça ne doit pas avoir pour effet de restreindre l'offre de façon artificielle et ça ne doit pas autoriser la fixation de prix, y compris à titre indicatif ou de recommandation. Ce sont les seules limites, mais après on a une grande liberté pour inventer le système adapté. Et la GPS, c'est le même principe que la réserve, c'est un peu plus sophistiqué parce que le blocage, il est individualisé et on tient compte de la dynamique de commercialisation de chaque opérateur. C'était la limite de la réserve en 2020 qui nous a été soulevée, c'est que ça ne prenait pas en compte cette dynamique de commercialisation. Avec la GPS, on regarde l'historique de commercialisation de l'opérateur sur les 3 ou les 5 dernières années. On calcule ses disponibilités réelles. On applique un seuil de disponibilité souhaité qui est défini au niveau de l'ODG, donc c'est un indicateur collectif. Et si les disponibilités réelles sont supérieures aux disponibilités souhaitées, la différence est mise en réserve, bloquée, non commercialisable. Donc en Touraine, on a engagé ces réflexions avec le conseil d'administration pour passer de l'outil réserve en 2020 à l'outil GPS. Bien sûr, en 2021, il y aura vraisemblablement ni réserve ni GPS, on va plutôt être dans la phase de déblocage de la réserve. Mais pour 2022, voilà, l'outil sera prêt et il faut engager ces réflexions dès maintenant parce que ce sont des vrais outils de pilotage des stocks et qui ont un intérêt quand on connaît des épisodes de gel comme celui-ci. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais je peux rentrer dans le détail si vous avez des questions. Donc, il est 9h moins 5, donc on arrive au terme de ce webinaire.
Simplement quelques éléments et puis ça vous permet de poser des questions sur ce que éventuellement Marie vient de présenter. La suite pour vous accompagner, donc au niveau de la chambre, nous avons mis en place un numéro vert, donc ce qui s'appelle passer le cap gel. Donc vous avez le numéro qui s'affiche. Ce qui est important dans la situation actuelle, et on le voit par rapport au contact qu'on peut avoir avec certains viticulteurs, donc on a des gens qui sont en détresse, hein, donc c'est évident. N'hésitez pas à faire si vous repérez quelqu'un dans votre environnement, dans votre commune, entre guillemets, les signaler de façon à qu'on puisse reprendre contact avec ces personnes-là de façon à ne pas les laisser seuls dans leur état de détresse. Ça, c'est le premier élément et c'est hyper important. Deuxième élément, donc, on est qu'au début de l'analyse de la situation. Donc, on envisage de refaire un webinaire courant mai avec les nouvelles questions qui se poseront, qu'on aura entre aujourd'hui et le prochain webinaire, donc sur l'approche technique évidemment, mais surtout sur l'analyse économique à l'échelle de l'entreprise viticole. Et Christophe est en train de travailler sur un autodiagnostic économique. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on va vous faire passer très prochainement de façon à vous apporter des éléments de discussion que vous pourrez avoir avec votre comptable, évidemment, puis surtout avec vos financeurs, dont les banques. Troisième point, c'est par rapport à la situation du gel. Donc, on s'est aperçu que, comme le disait Thierry, que la lutte anti-gel n'a pas forcément répondu à toutes les attentes dans toutes les situations. Donc, on analyse un petit peu ce retour-là. Et puis, vous savez peut-être, il y a un PEI, donc un programme européen d'innovation, donc TAG, hein, donc, qui a été mis en place sur l'analyse justement de tous les systèmes de lutte anti-gel sur la zone de Quincy. Donc, on va tâcher de reprendre contact avec eux de façon à faire cette analyse par rapport à ce phénomène 2021. Dernier point, donc foire aux questions. Donc ça, Anne m'a fait passer l'information tout à l'heure Anne Bûcher m'a fait passer l'information que l'outil était créé. Donc on va pouvoir vous faire passer le lien pour poser toutes vos questions. Donc forcément pour partager les questions, puis surtout partager les réponses qu'on va pouvoir avoir à chaque fois qu'on a des questions autour de ça. Avant de revenir sur les questions, donc les contacts utiles, hein, donc on le rappelle, hein, donc Isabelle, vous connaissez son numéro de portable, donc il y a Marie pour le DG Touraine, et il y a moi pour la chambre et puis pour le DG Cheverny. Il y a Christophe au niveau de la chambre, il y a Rémi, tel qu'on l'a vu tout à l'heure, sur les questions main-d'œuvre emploi. Et puis, il y a notre collègue Christelle Parrain, donc, qui est de l'ODG Valençay. Voilà, donc on va regarder s'il n'y a pas des ultimes questions. Donc, on est les 9 heures, on est très précis dans le respect des horaires. Donc, on se donne 3 minutes pour si vous avez des questions complémentaires. Donc, vous étiez 45 pratiquement à avoir participé à ce webinaire. Donc, c'est réconfortant que vous soyez mobilisés sur toutes ces questions-là. Voilà, ça nous encourage à aller plus de l'avant sur refaire quelque chose dans quelques jours, dans quelques semaines, sur des questions différentes de ce qu'on a vu ce matin, de façon à vous apporter de l'information. Et surtout, je réinsiste, s'il y a ce numéro vert, donc c'est important, c'est s'il y a des gens qui ont besoin de s'exprimer. Donc, il y a l'AMSA qui fait une cellule de veille ou d'écoute. Il y a notre collègue Marc Mercier à la Chambre aussi, et bien d'autres. Donc, voilà, donc n'hésitez pas à revenir vers nous.
Marie, je te laisse le mot de la fin. Non, merci à tous. Écoutez, à votre disposition, en tout cas, pour poursuivre les échanges et puis répondre surtout à vos questions. Voilà. Très bonne journée. À bientôt. Merci.